Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Ce matin, nous vous proposons une rencontre avec un invité exceptionnel. Nous avons en effet avec nous ce matin Monsieur Fermi Saïd Ibrahim El Masseli. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes ministre d'État garde des Sceaux des îles Comores et vous êtes également ministre des Affaires islamiques, ministre des Administrations publiques et des droits humains. Et c'est à ce titre que vous étiez au Maroc pour une conférence sur les droits de l'homme au Moyen-Orient à Marrakech. Bonjour, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre à Rabat pour cet entretien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, Merci. Je le mentionnais, vous êtes avocat de formation, vous êtes ministre d'État garde des Sceaux aux îles Comores. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu des relations entre le Maroc et les îles Comores, un pays que l'on connaît peu finalement, mais dont les relations avec le Maroc sont déjà très anciennes? Oui, effectivement. Vous savez, les relations remontent juste après ou même avant l'indépendance des Comores. Il y a eu une relation entre des personnalités marocaines et comoriennes. Puis après l'indépendance, il y a eu une relation soutenue. Et des Comores, nous sommes parmi les amis traditionnels du Maroc. Et cette relation se porte merveilleusement bien, Dieu merci. Alors justement, vous êtes un ami de longue date, vous soutenez actuellement, puisque c'est un des grands débats qu'il va y avoir en Afrique, enfin débat, des grandes rencontres qui aura lieu en Afrique au courant du mois de janvier, c'est le retour du Maroc dans l'Union africaine que vous avez toujours soutenu, et je cite le président des îles Comores qui s'est exprimé à l'occasion de la COP22 à Marrakech, M. Azali Assoumani, qui a mis en avant le leadership marocain en Afrique et qui a dit, je le cite, « Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine est indispensable pour aller de l'avant. Le Maroc a sa place de choix au sein de l'UA. L'Afrique a besoin du Maroc et du leadership du Maroc. » Naturellement, en fait, c'est la position du gouvernement comorien. Moi, je me rappelle déjà il y a 6 ans ou 5 ans de cela, pour être précis, j'avais avec mon collègue de l'époque, quand j'étais aux affaires étrangères, Fassel Fehri, et je lui avais dit qu'il faut que le Maroc revienne. Il est temps que le Maroc revienne, et pour nous, en tout cas le gouvernement comorien aujourd'hui, et pour beaucoup d'Africains, la place du Maroc est au sein de l'Union africaine. Je pense qu'effectivement, le Maroc faisait partie des pays fondateurs de cette organisation. Sa place est dedans et elle doit jouer le rôle qui lui revient. Maintenant, nous savons les raisons légitimes qui ont poussé le Maroc depuis une trentaine d'années à quitter cette organisation, mais nous avons bon espoir que le droit l'emportera et que le Maroc, de toute façon, d'ici ou cette année, va retrouver son siège au sein de l'organisation. Nous avons besoin du Maroc en Afrique. Alors justement, par rapport à cette question du retour du Maroc dans l'UA, est-ce que vous pouvez nous préciser la position des îles Comores sur la question du Sahara marocain? Écoutez, les Comores ont toujours été clairs là-dessus. Le Sahara marocain est marocain. Je disais, l'unicité du peuple marocain, de la civilisation marocaine, ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est un seul pays. Et là, c'est regrettable quand on voit certains pays qui financent pour nourrir cette crise, alors que leurs propres peuples sont en train de souffrir. C'est un peu dommage pour eux. C'est vrai que cette question a handicapé le Maroc pendant très longtemps maintenant, une quarantaine d'années. Il y a un effort qui est fait en permanence pour lutter contre ce fléau. Mais s'il plaît à Dieu, une solution sera trouvée. Et puis, nous, en tout cas, nous soutenons l'intégrité territoriale du Maroc sans équivoque. Et le Sahara marocain doit retourner dans son giron naturel, puisque c'est marocain, le Sahara marocain. Alors, le président des îles Comores a justement souligné le leadership marocain en Afrique. Comment vous analysez, comment vous percevez cette dynamique marocaine aujourd'hui en Afrique qui s'étale sur plusieurs volets économiques, diplomatiques? Comment vous le percevez, ce leadership marocain? C'est une très bonne chose, mais vous savez, le Maroc aujourd'hui, grâce aux choix majeurs qui ont été faits il y a 50 ans déjà par Feu Hassan II, des choix stratégiques sur l'agriculture, sur l'agronomie, sur des infrastructures permettant d'irriguer les terres marocaines, qui ont permis l'émergence d'une économie basée sur l'agriculture fiable et a fait qu'aujourd'hui le Maroc est un pays non pas à revenu intermédiaire, mais c'est un pays quasiment émergent et que
il y a une maîtrise d'une certaine technologie et c'est incontestable. Quand on voit Casablanca, comment la ville et le Maroc en général attrait des grands investisseurs liés à des technologies de haute valeur ajoutée, notamment l'aérospace ou les compagnies d'aviation qui viennent des fabricants qui s'installent, incontestablement, dans les nouvelles technologies, le Maroc a une longueur d'avance. Sans oublier le fait que dans le service, le tourisme, aujourd'hui, il est incontestable que le Maroc a pris une longueur d'avance sur le tourisme, sur les services bancaires. Je pense que tout ce savoir-faire est important dans le cadre d'une coopération sud-sud, puisque nos pays ressemblent beaucoup plus au Maroc que ne l'est certains pays lointains avec nos pays africains. Le Maroc, dans cette longueur d'avance, il peut apporter ce savoir-faire, ce plus qu'il a, son expérience depuis 50 ans, puisqu'il a fait des bons choix, contrairement à beaucoup de pays. Et c'est ainsi que le Maroc pourra, dans ce partenariat gagnant-gagnant, faire un transfert de technologie dans certains pays africains, nos pays africains. Et je suis certain que ce partenariat est voué à une réussite dans les mois, les années à venir. Alors, le Maroc a organisé en marge de la COP22 un sommet africain. Est-ce que pour vous, cet acte diplomatique a une portée majeure et signe réellement la prise en compte du continent africain dans les grandes problématiques internationales et notamment environnementales? Alors oui, mais déjà le fait que même si le Maroc avait quitté l'Union africaine, il faut rappeler que le Maroc est présent en Afrique. Il y a une coopération historique. Alors, je vais vous le dire, moi-même, j'ai fait mes 2 premières années de faculté à Casablanca, donc je me sens marocain quelque part. Et beaucoup d'Africains aussi, dans le cadre de cette coopération, ont coopéré avec le Maroc. Enfin, nos gouvernements, nos pays avec le Maroc. Donc, c'était une question politique, mais effectivement, le Maroc, aujourd'hui, ce dynamique n'est pas nouveau. Le Maroc est présent en Afrique, dans beaucoup de pays africains, et même ceux qui étaient réticents, je pense qu'ils sont en train de comprendre que le Maroc est une place forte, est un pays, une économie forte qui peut être un partenaire majeur dans le développement sud-sud. Je pense que ce sommet en marge du COP qui a eu lieu, je pense que ce sommet était fort utile et Sa Majesté Mohamed VI a su aussi impulser un dynamique certainement nouveau qui va contribuer à raffermir la relation sud-sud, la coopération en tout cas sud-sud entre le Maroc et d'autres pays africains et entre les pays africains, je suis convaincu. Alors, dans un de ses discours désormais historiques, celui d'Abidjan, en février 2014, le roi Mohamed VI a justement prononcé cette phrase forte « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Il a rappelé que l'ère du post-colonialisme était terminée et qu'il fallait miser sur cette coopération sud-sud et sur la confiance. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête à se faire confiance ? Bon, nous avons quelques difficultés dans certains pays, effectivement, mais ce discours est porteur de bon sens, est un discours historique, effectivement, parce que personne ne servira mieux l'Afrique que les Africains eux-mêmes. C'est dans cette dynamique africaine, de cette coopération africaine. Je me souviens, il y a 2 ans, lors de la rencontre entre l'Union africaine et où les pays africains, l'Union européenne, j'étais sur le plateau d'un de vos collègues en Europe et j'avais appelé le retour du Maroc, effectivement, parce que je pense que le Maroc peut jouer ce rôle aussi de redynamisation de cette coopération sud-sud et que l'Afrique, aujourd'hui, elle doit se prendre en main, mais pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'il y ait des leaders, des leaderships qui s'imposent et le Maroc a vocation aussi à faire en sorte que l'Afrique puisse coopérer entre elles. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La maîtrise d'une certaine technologie au Maroc, le savoir-faire marocain dans des économies, enfin en tout cas l'économie, le service, le tourisme ou le secteur bancaire, sans parler du reste, rien que ça, je pense que le Maroc a un rôle majeur à jouer dans cette coopération sud-sud. Vous savez, le Maroc n'a pas beaucoup de minerais, alors qu'il a réussi à créer une économie aujourd'hui qui génère une richesse fantastique.
Alors, quels sont, pour revenir aux îles Comores, quels sont les secteurs de la coopération avec le Maroc, les secteurs porteurs? Alors, d'abord, au niveau de l'éducation nationale, beaucoup de Comoriens, aujourd'hui, il n'y a pas d'administration publique comorienne où il n'y a pas un fonctionnaire qui n'a pas été formé au Maroc. Le Maroc, je crois, octroie plus de 100 bourses par an pour les Comoriens. Absolument. Et ça, c'est depuis très longtemps. Depuis une trentaine d'années, maintenant, les Comoriens viennent au Maroc pour étudier. Nous avons signé il y a 2 ans, nous allons redynamiser la coopération judiciaire entre le Maroc et les Comores. Il y a un accord a été signé en novembre 2014, je Absolument, crois, absolument. Nous allons le mettre en application incessamment sous peu, parce que, encore une fois, le Maroc a montré que son système fonctionnait et que le système judiciaire marocain recelait de l'expertise nécessaire pour exporter, en tout cas pour nous, Comoriens, on est preneurs, parce que nous avons beaucoup de similitudes dans la question de la formation, notamment des imams. Chez nous, il y a encore des cadis, et je pense que le Maroc a su, dans cette voie, montrer qu'il était possible, tout en replongeant dans son passé, mais aussi voir l'avenir. Et le Maroc est capable aussi de donner des perspectives d'avenir dans cette capacité d'allier les traditions et la modernité. Et je pense que le droit positif moderne marocain en est une très très belle illustration. Alors vous m'offrez une belle transition pour ma dernière question. Je le disais en introduction, vous êtes également ministre des Affaires islamiques. On a évoqué cette coopération ou cette dynamique marocaine en Afrique. Elle a aussi pour pilier la formation religieuse et la promotion d'un islam du juste milieu. Je voulais votre avis en tant que ministre des Affaires islamiques des îles Comores sur cet islam porté et défendu par le Maroc. Écoutez, encore une fois, il faut replonger dans le passé. Il faut que les musulmans... Il faut que nous, aujourd'hui musulmans, l'on enseigne un peu plus notre passé. Il faut que l'on se réapproprie le passé et la culture islamique, parce que l'islam est une très belle religion. C'est une religion de tolérance, c'est une religion d'ouverture, de respect. À ce propos, le Maroc, c'est un pays musulman, arabe. Or, depuis Mohamed V, il a toujours su aussi protéger les minorités qui sont au Maroc, qui sont marocains, les juifs, les chrétiens. C'est cet état d'esprit, c'est cet islam que nous voulons aujourd'hui faire implanter dans le reste du monde, expliquer que l'islam est une religion de tolérance. Et là, la lignée marocaine a su le démontrer, tout en étant foncièrement musulmans, mais ils ont aussi protégé les autres minorités qui exercent leur culte. Et c'est là une force extraordinaire. Et c'est un exemple à suivre. Et effectivement, il faut que l'on se réapproprie un peu de l'histoire. L'islam naissante du 8e au 13e siècle, c'est là où vraiment il y a eu des grands savants, parce que l'islam avait certaines valeurs qui malheureusement aujourd'hui tendent à ne pas être enseignées. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes que l'on peut s'élever vers la spiritualité, et on doit le faire aussi par la poésie, comme l'ont fait les grands auteurs arabes du 8e, du 13e siècle, et non par la violence. La violence n'a jamais été un instrument d'élévation vers Dieu, vers la spiritualité. Voyez-vous, et le Maroc, dans cette culture de la civilisation, le Maroc, c'est une vieille civilisation, un vieux pays, millénaire. C'est dans cet état d'esprit que le Maroc peut effectivement aussi exporter son islam, un islam de tolérance. Humaniste, et un islam porteur effectivement de ses valeurs. Et c'est de cet islam que nous nous reconnaissons, nous Comoriens, et une bonne partie dans le reste du monde, et non cet islam de violence qui porte la violence, parce que c'est pas l'islam. L'islam, c'est le respect d'abord de son prochain, et le Maroc est sincèrement un bel exemple. Merci beaucoup, Monsieur El Masseli, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait l'honneur de votre présence. On a vraiment été ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.